Donc salut à tous, aujourd'hui je vous propose de développer un contrat qui gère un pierre-feuille-ciseau. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo précédente donc de cette petite série de vidéos sur le fonctionnement du contrat qu'on va développer, je vous invite à la voir parce que comme vous le voyez ici sur le petit schéma qui est détaillé dans la dernière vidéo, le fonctionnement n'est pas si simple en fait. Le développement va être assez rapide, mais il y a eu des questions théoriques en amont, donc notamment pour éviter la triche, et je les aborde dans la précédente vidéo. Donc sinon vous n'allez pas comprendre quand je vais parler de hachage et de choses comme ça. Donc on commence tout de suite. Donc là on est sur l'IDE Remix qui permet de développer assez simplement des smart contracts. Donc on ouvre le répertoire contrat, on crée un nouveau fichier. Donc je vais l'appeler pierrefeuille.sol. Voilà. Et donc on a ce contrat là. Donc là vous voyez qu'il y avait le contrat qu'on avait fait la dernière fois. Juste récupérer l'introduction qui détaille la version. Donc là c'est la licence. C'est pas obligatoire d'en mettre une. Ici c'est la version de Solidity que vous allez accepter. Donc ensuite, là ça c'est classique, donc contract, le nom du contrat pierrefeuille avec une majuscule au début. Il me semble que c'est important pour que le contrat s'exécute. Et du coup, on va un peu, donc on commence. Donc un contrat en fait c'est divisé en deux parties. La première c'est les variables du contrat et la deuxième c'est les fonctions donc, que les gens vont pouvoir appeler. Donc ici en variable en fait on a déjà les joueurs, donc joueur 1, joueur 2. Ensuite on a le score, donc on va noter le score du joueur 1, le score du joueur 2. Et après on a des informations qu'on va avoir besoin de stocker temporairement, donc par exemple les hash, justement il va falloir les stocker. Et enfin ce qui a été révélé, donc on commence tout de suite. Donc déjà les joueurs, le type, donc pour stocker, pour identifier un joueur, on utilise le type adresse. Donc là je vais mettre toutes les variables en public. À la compilation en fait on va avoir des fonctions qui vont nous permettre de connaître la valeur des variables directement, donc sans trop de soucis, donc on va les mettre publics. Donc player 1 et player 2. Player 2, voilà. Donc ensuite on a dit il y avait le score. Donc le score c'est un type uint, donc c'est un entier. Donc le type adresse c'est ce qui permet c'est l'adresse d'un utilisateur dans la blockchain, hein, voilà. Uint, donc toujours public, et donc on va mettre score 1 et score 2. Ensuite on va mettre donc les hash. Les hash, alors ici ils sont de type byte 32. Donc, pareil, h1, donc il y a le hash du joueur 1 et le hash du joueur 2. Ensuite, on a donc, une fois que les joueurs ont envoyé leur hash, ils doivent ensuite envoyer en clair ce qu'ils ont joué. Donc là, si vous comprenez rien, c'est que vous n'avez pas vu la vidéo précédente. Donc c'est pour ça que je dis que c'est important de la voir. Mais voilà, donc les joueurs 1 et 2 vont révéler en clair ce qu'ils ont joué. Donc du coup, il va falloir stocker ce qu'ils ont joué. Donc du coup, on va stocker donc, sous la forme d'un entier. Donc on va mettre en place un code en fait. C'est-à-dire que 1 ce sera pour Pierre. Je vais le noter en commentaire. Donc les commentaires, vous mettez 2 slash. Pierre égale 1. Feuille égale 2. Donc le commentaire n'est pas exécuté. Hein, c'est juste pour nous, pour qu'on comprenne après quand il faudra déterminer qui a gagné, etc. C'est important d'avoir ça en tête. Donc uint, public. Qu'est-ce qu'on peut mettre Rêve 1, rêve comme révélé, parce qu'en fait à un moment donc on révèle en clair ce qui a été joué. Donc voilà, normalement on a donc là c'est les variables un peu classiques. Il y a une dernière variable dont on aura besoin. Donc là je pense que là vous comprenez que ces variables là on en a besoin, et il y en a une dernière qui est assez importante, en fait, qui va être assez centrale ici dans le fonctionnement de notre contrat, parce que le contrat est un petit peu plus complexe justement que le contrat Hello World par exemple qu'on avait développé l'autre fois. Et du coup en fait là le graphe on va l'utiliser, c'est-à-dire qu'on va créer une variable état, donc state, et en fait cette variable à chaque fois qu'on change d'état,
on va changer la valeur de la variable state, et du coup, en permanence, en fait, on va pouvoir savoir où on en est dans la partie. Et donc, du coup, le contrat va pouvoir très facilement savoir quand, à qui, enfin, quand c'est à quelqu'un de jouer, etc. Et va pouvoir refuser si quelqu'un joue pas au bon moment, etc. Donc, on commence. Donc là, on a fini pour la partie variable, normalement. Et on commence donc avec les fonctions. Donc la première fonction, enfin la fonction un peu spéciale d'un contrat, c'est le constructeur. Donc c'est une fonction particulière parce que c'est une fonction qui est exécutée à la création du contrat. Par en fait, ça considère que c'est celui qui met le contrat en ligne qui l'a exécuté du coup. Et donc le constructeur ici, en fait, on va, au lancement de la partie, on va dire que celui qui a créé le contrat, ça va être le joueur 1. Donc pour faire ça, en fait, on va juste faire player1 égale msg.sender. Donc msg.sender, à chaque fois, c'est celui qui appelle la fonction. Donc celui qui appelle le constructeur, en fait, c'est le créateur du contrat. Et on n'oublie pas le point... Et on n'oublie pas le point virgule à la fin. Donc là, déjà, si on enregistre... Ah oui, j'ai pas mis le point virgule à mes déclarations de variables ici. Et normalement, tout est bon. Donc, vous pouvez faire CTRL-S régulièrement pour voir, en fait, il vérifie s'il n'y a pas des erreurs. Donc voilà, donc pour le constructeur c'est bon. Donc là en fait, alors ce que j'ai pas dit aussi, c'est que là, au début du contrat, toutes ces variables, elles valent quelque chose, c'est-à-dire que player 1 en fait, là ça va être l'adresse 0x00, etc. Adresse 0x00, etc. Pareil pour le score, au début il sera 0. Le h aussi sera 0. Ici aussi sera 0. Et l'état aussi sera 0. Donc du coup, nous c'est pas mal parce que ici dans notre graphe c'est l'état 0. Mais si on n'avait pas mis 0 ici, on aurait très bien pu mettre dans le constructeur state égale pour donner une valeur à notre variable state au début. Mais là, du coup, on n'a pas besoin. Donc en fait, là, on est à l'état 0. Du coup, il n'y a qu'une chose qui peut se passer, c'est que le joueur 2 rejoigne. Donc du coup, on va faire une fonction pour que le joueur 2 rejoigne. Donc, on utilise le mot-clé function et join game. Donc, entre parenthèses, c'est les paramètres. Donc c'est ce que celui qui appelle la fonction va envoyer en même temps qu'il appelle la fonction, mais là il n'y a pas besoin de paramètres, en fait c'est juste le joueur 2 dit je rejoins, donc c'est juste ça, il n'y a pas besoin d'informations supplémentaires. Il faut mettre le mot-clé public pour que du coup tout le monde puisse appeler cette fonction. Donc là évidemment on est dans le cas simple où il y a un contrat, une partie, où n'importe qui peut rejoindre, enfin une fois qu'il y a n'importe quelle personne peut être le joueur 2 peut rejoindre. Et voilà, on n'a pas encore... Enfin, après, on pourra faire un contrat plus compliqué avec qui puisse gérer plusieurs parties en même temps, avec éventuellement, par exemple, un mot de passe pour rejoindre la partie, etc. On peut imaginer plein de choses. Mais là on fait vraiment simple au début. Et vous voyez que simple, déjà, rien que pour éviter la triche, pour faire un contrat qui soit réellement intéressant, ça demande quand même un petit peu d'organisation. Donc, join game. Donc, qu'est-ce qu'on va exiger? Alors là c'est important, on va exiger que le joueur, que ce soit pas le joueur 1 qui appelle cette fonction. C'est-à-dire qu'on va pas dire qu'on interdit les parties où c'est deux fois la même personne en fait. Donc du coup, on va juste mettre un require. On va exiger que player 1 différent de msg.sender. Et on peut mettre un message en fait. Donc la fonction require en fait, enfin ce mot-clé require, ça va exiger qu'il y ait cette condition. Si cette condition n'est pas respectée, la suite de la fonction ne va pas être exécutée. Et même ce qui avait été exécuté avant en fait va être annulé. Donc du coup, si vous mettez ça, en fait, ça veut vraiment dire qu'après, là, dans le code que je vais rentrer, je peux considérer comme sûr le fait que ce soit pas le joueur 1. Et ici, je peux mettre en deuxième paramètre un message. Donc le joueur 1 ne peut pas être le joueur 2 par exemple. Alors là j'évite les accents quand j'écris, mais ça doit pouvoir gérer, mais enfin bon. Dans un premier temps on va éviter de mettre des accents dans la chaîne de caractères, donc c'est peut-être un petit peu bizarre, mais pour le moment c'est pas très important. Et donc du coup, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire rejoindre? Rejoindre, ça veut dire que player2 égale msg.sender.
Donc player 2 prend la valeur de messaging.sender. Et il y a une deuxième chose à laquelle il faut penser en fait, c'est qu'ici, ah oui, il y a un autre truc aussi. Enfin, il y a deux choses du coup. C'est qu'il faut aussi exiger que on soit à l'état 0. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans un autre état que l'état 0, le joueur 2 a déjà rejoint. Donc un autre joueur ne pourrait pas rejoindre. Donc du coup, il faut aussi exiger que l'état soit 0. Donc c'est-à-dire qu'on soit avant vraiment le début de la partie. Donc si c'est pas respecté, c'est-à-dire que la partie a déjà commencé en fait. Voilà. Et donc du coup, une fois que le joueur 2 a rejoint, on passe à l'état 1. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et voilà. Donc là, on a notre première fonction. Ensuite, les joueurs doivent envoyer leur hash. Donc là, on se situe ici dans le graphe. Et donc du coup, soit le joueur 1 envoie son hash en premier, soit le joueur 2 envoie son hash en premier. Donc on va faire une fonction qui permet d'envoyer le hash. Donc function send hash. Et cette fois, elle prend un paramètre. Elle prend un byte 32, donc il faut préciser le type hash. Voilà. Cette fonction est publique. Et donc ici, il y a deux possibilités. Alors soit, donc déjà on va demander, enfin en fait il y a deux possibilités, soit c'est le joueur 1 qui joue, soit c'est le joueur 2 qui joue. Donc on va commencer si c'est le joueur 2 qui joue. Donc si en fait il faut que le joueur 2 joue, si le joueur 1 joue, il faut que ce soit il y a deux états possibles dans lesquels le joueur 1 peut jouer en fait. Il y a l'état 1, le joueur 1 peut jouer, et l'état 3, le joueur 1 peut jouer aussi. L'état 2, le joueur 1 a déjà joué, donc on va dire qu'il ne peut pas rejouer. Donc il faut que msg.sender égale player 1 et state égale 1, ou donc là vous avez le et logique et le ou logique en Solidity, ou state égale 3. Ça c'est les deux cas de figure possibles. Donc s'il y a ça, en fait on va juste mettre la valeur. Donc là en fait en s'assurant que state égale 1 ou state égale 3, en fait on sait que du coup on s'assure que le joueur n'a pas déjà joué, que le joueur 1 n'a pas déjà joué. Et donc on va dire que h1 égale h. Donc h1 c'est la valeur du hash que stocke le contrat, et h ici c'est la valeur qui a été envoyée donc en paramètre en même temps que l'appel à la fonction h. Donc on met ça, et qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va changer l'état du coup, parce que là une fois qu'on a joué le hash, on va changer l'état. Donc c'est-à-dire que si on était à l'état 1, on passe à l'état 2, state égale 2, et si on était à l'état 3, je peux mettre un else ici parce qu'il n'y avait que deux états possibles ici, mais bon on va repréciser. If state égale 3, on passe à l'état 4. Voilà, donc là en fait c'est pas plus compliqué que ça. Et maintenant on va s'occuper du joueur 2. Donc le joueur 2 il peut jouer dans deux cas de figure, quand c'est 1, quand on est à l'état 1, ou quand on est à l'état 2. Quand on est à l'état 3, il a déjà joué, il ne peut plus jouer. Donc ici c'est cette fois h2 qui va prendre la valeur. Et donc si on était à l'état 1, on passe à l'état 3, donc c'est marqué sur le graphe. C'est important d'avoir le graphe avant en fait, si on veut construire notre contrat un peu avec ce modèle-là, c'est important de l'avoir sous les yeux. Et si on était à l'état 2, on passe à l'état 4. Et sinon, donc là, on va plutôt mettre un else if, même si en fait la condition, c'est soit le joueur 1, soit le joueur 2. On ne peut pas avoir d'autres cas de figure. Ici, ces deux conditions, elles ne vont pas s'exécuter en même temps. Ces deux blocs ne peuvent jamais s'exécuter en même temps. On va quand même mettre un else if pour exclure, pour mettre un else à la fin. Donc, on va essayer revert. Revert, ça renvoie une erreur. En fait, c'est-à-dire que si je résume ici, soit le joueur 1 veut jouer et il est en situation de pouvoir jouer, soit le joueur 2 veut jouer et il est en situation de pouvoir jouer, soit c'est quelqu'un d'extérieur à la partie qui essaye de jouer, donc ça marche pas, soit le joueur 1 qui a joué dans une situation où il ne peut pas jouer.
Donc ça peut être parce qu'il a déjà joué, ou ça peut être parce que, par exemple, on en est à un autre moment dans la partie, et où c'est pas souhaitable que ce joueur joue. Donc on va retourner H non pris en compte. Voilà. Et point virgule. Donc en fait, des fois il y a besoin des accolades, ça dépend si vous avez les langages sur lesquels vous avez programmé, mais s'il y a une seule instruction, on peut se passer de mettre des accolades. Mais si ça vous dérange, évidemment, vous pouvez mettre des accolades avant ici, une accolade fermante ici. Mais quand il y a une seule instruction, une accolade avec point virgule, il comprend que c'est une instruction. Donc c'est tout pour cette fonction-là. Ensuite, donc là on avance relativement vite quand même dans ce contrat. Donc on a une fonction pour reveal. Donc cette fois on envoie en clair. Donc on envoie en clair à la fois ce qui a été joué. Donc ce qui a été joué, je vous rappelle, c'est un entier. C'est-à-dire qu'on a établi le code ici. Donc on va dire played et win code. Donc ça c'est le code secret que la personne utilisait pour créer son hash. Donc on va raisonner un peu pareil, c'est-à-dire que soit c'est le joueur 1 qui joue, soit c'est le joueur 2. Donc si c'est le joueur 1, donc if si celui qui appelle la fonction, msg.sender, ça donne toujours l'adresse de celui qui appelle la fonction. Donc faut qu'il y ait ça, et faut que l'état le permette. Donc c'est état égale 4. Donc on voit que le joueur 1 peut jouer à l'état 4, ou le joueur 1 peut jouer à l'état 6 aussi. À l'état 5, il a déjà révélé, donc il va pas rejouer. State égale 5. Voilà. Et donc s'il y a ça, qu'est-ce qui va se passer? Alors, soit on va demander que on va vérifier que le hash correspond bien. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est que le contrat va hasher lui-même ce qui a été envoyé en clair, et il va comparer avec le hash qui avait été envoyé précédemment. Donc il va demander en fait à ce que H1, donc là il va vérifier le hash qui avait été envoyé à ce moment-là. En fait, il va vérifier ici le hash qui a été envoyé à cette étape-là, et il va le comparer à le hash du truc en clair. Donc on va utiliser la fonction kcac 256, et on va dedans, donc ça c'est la fonction de hachage, et en fait on va juste encoder avant, vu qu'en fait je vous avais dit qu'on hash les deux en même temps, donc à la fois ce qui a été joué, à la fois le code. Donc on met comme ça, donc on utilise la fonction onCodePacked qui va prendre ces deux trucs, qui va rassembler en une seule variable, qui va être ensuite hachée. Donc voilà, donc c'est ça. Et du coup là en fait c'est tout, hein. Là il vérifie, il regarde il va exiger que ce soit égal, et si c'est pas égal, il envoie hachage incorrect. Donc du coup là dans la suite de la fonction, on peut supposer que, on sait que le hash correspond bien à ce qui a été envoyé en clair. Donc du coup on va alors là du coup il y a une petite donc là on va stocker ce qu'a joué le joueur 1 du coup. Donc ce qu'il a joué c'est played, et ensuite il y a deux possibilités. Donc soit on était dans l'état 4, auquel cas on passe à l'état, donc là on a le graphe sous les yeux, on passe à l'état 5. Soit on était à l'état 6. Non, soit on était à l'état 6. Je vais les espaces ici, pour que ce soit un petit peu plus beau, que ça corresponde au reste. Et dans ce cas, en fait, alors là, vous voyez qu'on a un petit problème, parce qu'on arrive à un moment où il n'y a pas d'état. En fait, il y a deux choses possibles ici. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, soit la partie se termine, soit on refait un tour. Donc du coup, en fait, on va créer une fonction endTurn qui sera privée cette fois. Donc je vais la déclarer un petit peu plus loin. Function endTurn, qui va permettre de décider en fait si la partie est terminée ou si on refait un tour. Donc elle va décider pour le tour qui a gagné. Donc elle va regarder ce que les gens ont joué, elle va décider. Et elle va changer l'état en fonction de ça.
Mais en fait, voilà, c'est parce que vu que ce soit le joueur 1 qui est joué en dernier ou le joueur 2 qui est joué en dernier, ça va pas changer la manière dont le tour finit en fait. Donc du coup, évidemment, on va mettre le mot-clé private et on va l'écrire plus tard, mais voilà. Donc on finit le tour, donc là ça va faire les tests et ça va changer l'état. Et ensuite, on fait exactement le même test ici. Si c'est joueur 2, alors le joueur 2 il peut jouer dans deux cas de figure, soit l'état est 4, soit l'état c'est 6. Non, soit l'état c'est... Alors, soit du coup j'ai dû faire une erreur ici. Le joueur 1 il peut jouer, voilà, c'est ici, c'est l'état 6. Oui, en plus je l'ai mis là, voilà. C'est l'état 6 qui permet au joueur 1 de finir la partie. Vous voyez que j'ai fait une erreur, mais on y voit quand même assez clair avec le graphe. Mais c'est important de ne pas se tromper, du coup il suffit qu'on se trompe et le contrat ne fonctionnera pas très bien, donc après il faut vérifier valeur par valeur à chaque fois si ça correspond bien au graphe. Donc là c'est état 4 ou état 5. Et on va vérifier ça pour le H2. Donc c'est toujours la même erreur qui est envoyée. On met ref2 égale played. Et ici, donc si l'état c'était 5, non, si l'état c'était 4, on passe à l'état 6. Si le joueur 2 joue, on passe à l'état 6. Et sinon, si on était à l'état 6, non, si on était à l'état 5, parce que le joueur 2 ne peut pas jouer à l'état 6 vu qu'il a déjà joué, donc soit on passe à l'état 5, et du coup, le tour se termine aussi. Et sinon, on renvoie une erreur, comme l'autre fois, et on dit H non révélé par exemple. Voilà. Ouais, sans les accents c'est un peu bizarre, mais bon. Alors là, pourquoi? Oui, j'ai pas mis de mot-clé, vous voyez pareil, public. Voilà. Et du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à faire la fonction interne. Donc, on va regarder en fait une partie. Donc, on va regarder qui a gagné. En fait, là, quand la fonction interne elle est appelée, rev1 et rev2 correspondent à ce qui a été joué. En fait, c'est-à-dire que là, quand intern est appelé, dans les deux cas, on est sûr que les deux joueurs ont joué. En fait, il suffit de regarder, parce que la fonction elle est privée, donc elle est appelée que par le contrat. Elle ne peut pas être appelée par quelqu'un extérieur au contrat. Et donc du coup, soit en fait elle a été appelée après le passage de l'état 6, après que le joueur 1 ait joué après l'état 6, donc du coup par là, soit après le joueur 5, après que le joueur 2 ait joué, donc dans tous les cas on se retrouve dans la situation où les deux joueurs ont joué, donc où rev 1 et rev 2 contiennent ce qui a été joué. Donc du coup on va regarder donc si le joueur 1 a gagné. Donc, pour que le joueur 1 gagne, en fait il y a trois possibilités. Soit il a joué, soit le joueur 1 a joué feuille et le joueur 2 a joué ciseaux. Soit, donc c'est ça, parce que a joué pierre, voilà. Donc soit le joueur 1 a joué feuille et le joueur 2 a joué pierre, parce que la feuille bat la pierre. Soit le joueur 1 a joué ciseaux, a joué ciseaux, et le joueur 2 a joué feuille, parce que le ciseau bat la feuille. Soit le joueur 1 a joué pierre, et le joueur 2 a joué ciseaux, parce que la pierre bat le ciseau. Voilà. Et on se retrouve, du coup, faut voir ce qui se passe. Donc là, si le joueur 1 a gagné, alors qu'est-ce qui va se passer? Donc on va faire score 1 plus égal 1, c'est-à-dire qu'on augmente le score 1 d'une unité. Et ensuite, en fait, on va regarder si la partie s'est terminée. Donc la partie elle se termine si on a atteint 3. C'est-à-dire que on va dire que la partie se termine dès qu'un des deux joueurs a atteint 3. Et en fait, là, vu qu'on a augmenté juste le score 1, c'est-à-dire que le joueur 2, il avait obligatoirement un score inférieur à 3. Parce que s'il avait un score égal ou supérieur ou égal à 3, la partie aurait été déjà terminée au tour où le joueur 2 avait atteint un score de 3. Donc du coup, en fait, il y a juste à regarder le score 1 s'il est, parce que c'est le seul à avoir augmenté à ce tour-là. Il suffit de voir si le score 1 en fait vaut 3. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être non plus strictement supérieur à 3, parce que s'il était strictement supérieur à 3, ça veut dire qu'il y a un moment où le score a été égal à 3, et donc du coup la partie se serait terminée, vu que le score augmente que d'une unité en une unité. Donc if
score 1 égale 3, alors qu'est-ce qui se passe? On passe à l'état 7, c'est-à-dire qu'on arrête la partie. Voilà. Et sinon, donc là je mets else, sinon en fait on passe à l'état 1. Et c'est tout. En fait là voilà. Et en fait là on revient en fait au début, il n'y a pas besoin de recoder plusieurs fois la même chose. Et donc sinon, si le joueur 2 a gagné, on fait pareil, on met score 2 plus égal 1. On fait le même test, c'est que le score 2 qui peut avoir augmenté, donc on teste s'il a 3. Donc voilà, elle est à 7 en fait, on pourrait faire une variable gagnant en disant, regardant, enfin du coup en déclarant un vainqueur, mais vu que les scores sont publics, en fait, voilà, une fois que ça est à 7, il se passe plus rien. Il se passe plus rien et on voit qui est le vainqueur. Mais évidemment, on pourrait faire une fonction, par exemple, qui est le vainqueur, qui serait exécuté, qui puisse être exécuté qu'à l'état 7, qui renvoie le vainqueur. Ce serait très facile à faire, en fait, il suffirait de faire une fonction, de mettre un require state égale 7, et de regarder si le joueur 1 a score 3, on envoie joueur 1, si le joueur 2 a un score égal à 3, enfin si score 1 égale 3, on envoie le joueur 1, si score 2 égale 3, on envoie le joueur 2, et c'est tout. Donc voilà, en fait, vous voyez qu'il y a quand même, c'est pas très difficile après d'ajouter des trucs comme ça. Et du coup, si score 2 égale 3, on passe à state égale 7. Et là, vous voyez que j'ai volontairement oublié un cas. C'est le cas de l'égalité, parce qu'au pierre feuille ciseaux, il peut se passer une égalité. Donc du coup, on va le traiter en premier, celui-là. Celui-là, il est assez simple à détecter, en fait. C'est quand les deux joueurs ont joué pareil. Pierre feuille ciseaux, c'est le seul cas d'égalité possible. Et donc s'il y a ça, en fait, on va juste passer à state égale 1, en fait. On va juste relancer le tour. Parce que du coup, s'il y a égalité, personne gagne de points et il peut pas y avoir de vainqueur. La partie peut pas se terminer après une égalité. Et du coup, là on met un else if. Et voilà, et sinon, si jamais... donc là en fait vous voyez qu'ici dans cette fonction on n'a pas besoin de tester l'état en fait parce que à ce moment-là on est déjà sûr que les deux joueurs ont joué. Et parce que c'est une fonction privée qui a été appelée que par cette fonction-là après que les deux joueurs aient joué. Enfin, et révélé leur jeu. Donc il n'y a pas à vérifier d'état. Et pareil, on ne va pas déclarer d'erreur. On enregistre. Et là, tout se passe bien. Enfin, tout se passe bien, il ne met pas d'erreur. Et donc ça va être terminé pour cette vidéo parce que ensuite on va passer au test, pour pouvoir un petit peu dialoguer avec son contrat. Et ici le problème c'est qu'en fait sur Remix, ça devient rapidement limité d'interagir avec son contrat. Et donc en fait il y a deux vidéos principalement qui vont arriver. Il y en aura une où on va installer un environnement de développement un petit peu plus sophistiqué que Remix, donc un truc sur son ordinateur pour pouvoir avoir une blockchain de test et avoir une console pour dialoguer avec ses contrats. Et notamment, ça permettra par exemple de hasher quelque chose en local. Donc, parce que là, si on veut communiquer avec le contrat, si on participe à une partie de pierre feuille ciseaux, en fait, il faut être capable de hasher des trucs. Donc du coup, il faut avoir les bonnes fonctions et tout. Donc il y a ça qui est important. Et surtout, il faut être capable de changer de compte. Enfin, il faut être capable d'avoir plusieurs comptes. Donc avoir une blockchain de test sur son ordi, ça permet de gérer plusieurs comptes en même temps et du coup de pouvoir switcher très facilement et de pouvoir un peu interagir et voir comment se passe une partie. C'est pas vraiment des tests au sens strict du terme, mais on peut voir comment le contrat réagit, s'il fait à peu près ce qu'on veut ou pas. Et la deuxième vidéo, elle va peut-être un peu plus vous intéresser, parce qu'en fait, on va voir comment faire une interface web sur ça, comment l'héberger gratuitement, en fait, parce qu'on va faire on va utiliser un certain type de page web qui fait qu'on peut l'héberger gratuitement, très facilement. Et donc du coup, voilà, vous pourrez en fait avoir une interface sur le web qui sera accessible de n'importe où n'importe qui pourra interagir avec votre contrat, et du coup, vous pourrez un petit peu personnaliser votre interface. Et donc ça, évidemment, ça s'utilise dans le cadre d'autres contrats, etc. Mais bon, là déjà, vous avez un contrat, vous pouvez le déployer, vous pouvez comme on avait vu dans l'autre vidéo sur le déploiement de smart contract. Mais après, voilà, pour interagir avec, vous serez un peu limité parce que il faut des fonctions de hachage, etc. Enfin, si vous arrivez à hacher vous-même et tout, il n'y a pas de souci, mais vous risquez d'être limité. Donc, c'est pour ça que je vous invite à être attentif aux deux autres vidéos si vous voulez aller un petit peu plus loin.
Voilà. Bah, c'est tout pour aujourd'hui, du coup, donc je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez un petit peu réussi à suivre le développement de ce contrat. En fait, vous voyez quoi, on a codé relativement rapidement ce contrat parce on était sûr du fonctionnement du contrat. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.